Mon agent est allé en prison, mon autre agent a perdu sa femme. De passer de la France aux États-Unis mentalement? Oui, mais c'est vrai que moi, je suis le premier à être passé uniquement par la France. Et c'est vrai que bah, ça fait bizarre, forcément. C'est un autre monde. En plus, on parle d'une autre époque, en fait, hein. À cette époque-là, jouer à NBA, c'était un rêve. C'était quelque chose qui était quasiment inaccessible, alors que maintenant, effectivement, ça paraît plus possible. Donc, il faut quand même se rendre compte que d'un seul coup, on accédait quasiment à son rêve et que j'avais la chance de pouvoir évoluer certainement avec des joueurs dont j'avais les posters dans ma chambre. Donc, il faut quand même vraiment recontextualiser par rapport à ça. C'est quand même un énorme changement. Tu es là, normalement pour remplacer Patrick Ewing à New York, on va dire que c'était comme ça, mais la pression était peut-être trop grande, sur tes épaules? Oui, et puis, enfin, il y a plusieurs choses. La pression de remplacer un joueur aussi mythique et emblématique que Patrick Ewing, évidemment. Et puis, il y a la pression d'être à New York aussi, hein. New York, c'est quand même l'endroit où il y a le plus de médias, où il y a le plus de pression médiatique, le plus de pression des supporters. Donc, c'est vrai que quand tu arrives de Limoges, bah, ça fait un certain contraste, c'est pour le moins. Si on peut parler de ce qui a pas fonctionné, c'est quoi? C'est, Bon, rien, heu rien n'a pas fonctionné. C'est juste que moi je me suis retrouvé sans agent, une grosse entente avec le coach, avec qui on a eu quelques soucis mais dans l'absolu, moi il me suffisait de me pointer là-bas et signer et rester là-bas si j'avais envie. Sauf que bah j'avais plus très envie, mon agent est allé en prison, mon autre agent a perdu sa femme, je dirais plus que la NBA. OK. Si je rebondis un peu sur, le drame avec, ton agent, pour un sportif de niveau, pour un basketteur, c'est important d'être accompagné quand même pour pas aller tout seul comme ça au front, quoi. Je considère que c'est important. Certains pensent qu'il faut faire autrement, qu'être accompagné par la famille, pardon, c'est cool. Moi, je pense qu'avoir quelqu'un qui s'occupe de ça et laisser l'athlète seulement sur le sport, c'est mieux. Mais c'est une question de point de vue. Je suis pas en train de dire que mon point de vue est le meilleur. C'est justement le point de vue qui me correspondait le mieux. Comment on allie, sportif de niveau et vie personnelle, de famille au quotidien? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce qu'on est focus vraiment sur le sport? On laisse tomber un peu les à côté? Comment on arrive à mettre l'équilibre? C'est un monde de sacrifice. C'est-à-dire qu'on sait que ça va pas durer très longtemps, mais on met un peu notre vie de famille entre parenthèses, même si on essaie d'en profiter au maximum, hein, évidemment. Je dis pas que j'étais cloîtré dans ma chambre à faire soit mes exercices, soit dormir, soit manger. Non, on essaie de vivre un petit peu quand même. Mais c'est vrai qu'elle est quand même bien un peu entre parenthèses. Pas de soirée, pas d'alcool. Enfin voilà, essayer de gérer au mieux le repos. J'ai d'ailleurs une anecdote par rapport à ça. Quand j'étais à Malaga, j'ai eu mon premier fils et il se trouve que mon coach m'a dit un jour: après, tu te lèves plus la nuit parce que tu es trop fatigué le matin, ça suffit. Donc tu le portes pas et tu te lèves plus la nuit. Donc voilà, il nous expliquait quand même que le sportif était plus important et qu'il fallait faire attention à sa carrière et à son repos. Exactement. Sur l'excellent documentaire, Little Big Fred sur Canal+ que je conseille, tu as parlé de ton fils. C'est encore plus compliqué justement de s'occuper d'un enfant qui a un handicap, si je me permets du mot. Oui, non, mais il faut se permettre. Il y a pas de honte à ça. C'est un handicap, c'est un handicap. Il y a aucun souci. Et évidemment, c'est plus compliqué. Mais c'est là qu'il faut être bien accompagné parce qu'un sportif tout seul peut pas y arriver. Il a besoin de soit d'une femme, d'un homme, de quelqu'un proche en tous les cas qui puisse le soulager dans ce genre de choses. Encore une fois, c'était pas une sinécure, surtout pour son conjoint ou conjointe. Comme ça, tu sais t'aider à progresser et à continuer à être bon dans ton domaine. Facile pour la personne qui t'accompagne. Ce combat au quotidien que tu as eu, avec ton fils, ça t'a aidé mentalement pour le sport et le basket? Dans mon cas, ça m'a détruit un petit peu parce que je m'attendais pas à ça, parce que c'est dur d'apprendre que son fils n'aura pas une vie normale. C'est dur de se dire que qu'on peut faire ce qu'on veut, qu'il saura pas lire, il sait pas écrire. Mon fils a 23 ans, il sait pas lire et pas écrire. On a une relation qui se limite à des besoins impérieux, j'ai envie de dire. Donc c'est très compliqué parfois. Donc il y a des choses plus importantes que le sport et ça en fait partie. Sur la vision qu'a la masse justement sur l'argent, surtout dans les sports co, non, tu vas me dire en même temps individuels aussi comme la Formule 1 ou le tennis. Comment comprends-tu que les gens voient pas ce sacrifice justement, au quotidien des sportifs, par rapport aux blessures que tu as connues aussi comme tous les sportifs, mais pourquoi les gens voient ce prisme financier tout le temps? Mais c'est logique. C'est logique parce qu'ils ne voient que les bons côtés. Quand ils nous voient jouer, faire des matchs. J'avoue que si j'étais payé que à faire des matchs à l'époque où j'étais basketteur, c'était plutôt cool. Donc il y a tous les efforts avant pour arriver en forme au match. Il y a toutes ces blessures, effectivement, il faut revenir dans le coup. Il y a tous ces moments où on a des moments de doute, où on a moins de confiance et on n'est pas bien. Mais c'est normal. En fait, on est là pour vendre un spectacle, on est là pour vendre un show et on est là pour faire rêver. Évidemment, c'est pas très marrant de leur dire: ah ouais, mais de temps en temps, moi, la nuit, je dors pas parce que je suis inquiet. C'est plus sympa de dire: ouais, moi, je suis le meilleur, je vais battre tout le monde. Donc, c'est logique que les gens ne pensent qu'à ce prisme de starification
Et quand on dit starification, on parle d'argent aussi, forcément. Il y en a maintenant, il y a des psychologues dans les clubs. Tu trouves ça important? Parce que je sais pas si tu en as eu à l'époque, je pense pas, mais est-ce que c'est important justement de pas avoir honte d'aller voir un psy, dans un club? Mais c'est extrêmement important. Mais alors, on a eu un préparateur mental pour les Jeux Olympiques de Sydney. Mais bon, il y a 25 ans, donc il faut imaginer comment nous on l'avait pris. Nous, on se moquait un petit peu de lui, on pensait que c'était inutile. Mais c'est vrai que heureusement qu'on a fait beaucoup de progrès par rapport à ça. Il faut être bien dans son corps, évidemment, mais pour être bien dans son corps, il faut aussi être bien dans sa tête et pouvoir se soulager, expliquer un petit peu ses problèmes à une personne qui ne vous juge pas, qui est là pour ça, qui est payée pour ça. Je pense que c'est extrêmement important parce que ça te permet d'évacuer toute cette pression, toute cette tension que tu peux accumuler et justement de dire à quelqu'un qui ne juge pas, qui est là pour ça. Sur la reconversion professionnelle, est-ce que tu as eu des difficultés de savoir ce que tu allais faire? Parce que tu encore une fois, on est concentré sur sa carrière de champion. Ou alors est-ce que tu as trouvé tout de suite, «Allez, je suis connu, donc je vais faire consultant», un peu l'adage, qu'on voit dans les sportifs de haut niveau? Ah non, non, pas du tout. Moi, je savais pas du tout quoi faire. C'est très difficile de savoir ce qu'on veut faire après. On appelle ça une petite mort quand on arrête Mmh. le sport. Et je suis d'accord. Quand les gens disent que le téléphone ne sonne plus, c'est pas qu'il sonne plus, c'est que tu peux le ranger, hein. Tu sais que tu auras plus de coup de fil. Donc il faut te débrouiller par toi-même. Faut essayer de challenger tout le monde pour leur dire je suis là, n'hésitez pas à faire appel à moi, etc. Donc j'ai commencé par avoir des commerces, mais je suis pas un mec de commerce. Moi, je sais pas faire grand chose, hein. Je sais jouer au basket et je parle beaucoup. Donc je me disais que consultant ça pouvait être pas mal. Donc j'ai beaucoup postulé. J'ai un gabarit hors norme, donc c'est pas toujours évident non plus de faire la télé quand on fait 2,17 m et 150 kilos. C'est pas forcément les critères ni de beauté ni habituels de la télévision. Ouais, j'ai fait des essais, j'ai travaillé à la radio, heureusement. Limousin m'a laissé ma chance. On m'a écouté sur France Bleu Limousin et après on a dit tiens c'est pas si mal que ça, le grand venait là-bas. Mais ça a été un travail de longue haleine. Maintenant les gens me voient sur NBA Extra, les gens m'écoutent sur RMC, donc ça n'a pas été toujours aussi flashy, hein. Je me suis tapé des matchs à Gravelines sur l'aller-retour sur la journée de Limoges. T'as 9 heures de voiture à l'aller, 9 heures au retour, c'est beaucoup moins flashy, hein. Qu'est-ce que tu conseillerais aux jeunes basketteurs, aux sportifs pour justement, éviter d'être en galère et de se retrouver un petit peu, à 34 ans, moyenne de retraite, on va dire, d'un sportif, de commencer son double projet ou de se faire accompagner aussi, Bah, j'ai l'impression que les jeunes sont quand même beaucoup plus intelligents que nous, ou en tout cas mieux conseillés. Et je crois qu'ils commencent dès le départ. De plus en plus, on pense dès le départ à ce qu'on va faire pendant sa carrière. Alors déjà mettre de l'argent de côté, évidemment, ne pas être trop dépensier, parce que ça sert à rien d'avoir une Ferrari quand on a 18 ans et rouler en 2 chevaux quand on a 34. Mais essayer aussi de faire le maximum d'études ou en tous les cas se former le mieux possible, être ouvert aux opportunités. Ça c'est aussi très important. Mais moi, pour moi, le plus important, c'est d'être soi-même. C'est-à-dire que essayer de faire dans un domaine qui nous plaît vraiment. Moi, je tentais plein de domaines qui me plaisaient pas vraiment. Le plus grand conseil que j'ai envie de donner, c'est miser sur soi-même. Essayer de miser sur des amis, sur des associés, etc. Si jamais un bon plan et en plus, on leur en veut, ce qui est ridicule. Miser sur vous-même. Moi, depuis que j'ai misé sur moi-même, je me sens beaucoup mieux. les valeurs et les soft skills qu'une entreprise, quand on prend un sportif de niveau, c'est quoi? Quelles sont les valeurs en plus de quelqu'un, on va dire, de normal du milieu du travail? Ben, déjà, c'est l'esprit d'équipe. En général, on est habitué à monter des projets à plusieurs et donc déjà, c'est déjà pas mal. Et normalement, il y a la force travail aussi. On est habitué aussi à travailler dur pour arriver où on veut arriver. Donc logiquement, on a au moins ces deux grands points forts. Mais après, on est l'adaptabilité, c'est hyper important parce que justement, tu sais pas ce que tu vas faire, tu sais pas avec qui tu vas le faire, tu sais pas comment tu vas le faire. Et donc oui, apporter ce discours-là de se transcender parce qu'on a été capable de le faire, mais s'adapter à toutes les situations, c'est hyper important. Question Fred, qu'est-ce que, tu aurais besoin, actuellement que, je sais pas, le public t'apporte quelque chose ou, une entreprise? Enfin, qu'est-ce que tu aurais besoin? Je sais pas trop, c'est une bonne question, c'est une question très vague, donc je sais pas trop quoi répondre, mais là, je suis en train de me lancer dans un nouveau projet. En tout cas, je suis en train de développer un nouveau projet qui est de faire des interventions en entreprise, parce que je trouve que c'est hyper intéressant, de pouvoir discuter avec les gens. J'ai la chance de faire de la télé et tout le monde me dit: «C'est hyper dur de faire la télé», alors que la télé, c'est extrêmement simple. Tu as juste une caméra et tu parles. Quand tu te retrouves à parler devant 100, 200, 300, voire 600 personnes que j'ai fait une fois, c'est pas tout à fait la même chose. Donc ça teste ma timidité, ça teste ma capacité à parler aux autres et ça teste aussi mon relationnel parce que c'est hyper important d'avoir un bon relationnel. J'ai besoin de pas grand chose, j'ai juste besoin d'essayer de développer ça et de trouver des interventions en entreprise pour montrer qu'on a des choses à dire et que c'est pas parce qu'on est d'anciens sportifs qu'on est limité intellectuellement. Ou en tous les cas, on a fait des efforts pour qu'on ne le voit pas trop en fait.